Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. L'armée nigériane saisit plusieurs journaux par mesure de sécurité. Selon elle, des convois de livraison sont soupçonnés d'être utilisés par des groupes armés pour transporter illégalement des armes. Et puis Abdel Fattah al-Sisi, l'homme fort de l'Égypte, a été investi président ce dimanche. Il a promis la liberté et la justice sociale, mais aussi de rétablir la sécurité dans le pays. Et puis, comment parvenir à une paix durable au Mali? Voici une des préoccupations nationales du peuple malien. Et plusieurs mois après l'intervention internationale, nous verrons que l'État peine à affirmer l'intégrité territoriale du pays. Au Nigeria, l'armée fait pression sur la presse. Après avoir saisi les éditions de 4 journaux ce vendredi 6 juin, l'armée a empêché ce samedi la distribution du Weekly Trust dans plusieurs régions du pays. Aucune censure selon l'armée, mais juste une opération de sécurité visant notamment les véhicules de livraison de journaux. Alfred Tchango, notre éditorialiste, s'est exprimé à ce propos. On ne comprend pas d'abord cette inefficacité, cette incapacité de l'armée nigériane, qui est quand même l'une des armées les mieux équipées d'Afrique, à pouvoir contenir et contrôler justement ce mouvement rebelle. Alors, la presse nigériane a tendance effectivement à déplorer, à être assez critique vis-à-vis de cette impuissance de l'armée nigériane. Rien n'explique naturellement que l'armée puisse interdire les critiques, la presse qui ne fait que son devoir, son travail d'informer la population et puis d'analyser, d'informer l'opinion, d'analyser la situation et de dénoncer finalement ce qui ne marche pas, ce qui, au lieu d'entraîner l'interdiction de la presse, aurait dû justement inciter les autorités militaires et politiques à pouvoir mieux penser leur stratégie pour contrer Boko Haram et éviter les massacres qui sont en train de se commettre. Dans le reste de l'actualité, investiture du président égyptien, l'ex-chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, élu avec 86,9% des voix, a prêté serment ce dimanche 8 juin. Le maréchal al-Sisi remplace le président par intérim Adli Mansour, qui va reprendre son poste de président de la Cour constitutionnelle. Et toujours en Égypte, où la justice a décidé d'ajourner ce samedi son verdict dans le procès du guide spirituel des frères musulmans Mohamed Badi. 37 co-accusés sont également jugés pour des violences ayant fait 2 victimes en 2013 dans le delta du Nil. Les explications d'Anan Faro. Alors que le nouveau président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment ce dimanche, le dossier des frères musulmans revient à l'ordre du jour. Samedi, une cour égyptienne a ajourné son verdict dans le procès du guide spirituel de la confrérie Mohamed Badi et de 37 co-accusés. Tous sont jugés pour des violences ayant fait 2 morts l'an dernier dans le delta du Nil. Une partie des Égyptiens qui ont porté le maréchal al-Sisi au pouvoir soutiennent les poursuites judiciaires à l'encontre des membres de l'organisation. Ils ont endommagé le pays, ils nous ont lésés. Le juge a plus de perspicacité que nous tous. S'il voit qu'il mérite la mort, ainsi soit-il. Je pense que le verdict sera juste. Nous avons vécu une année terrible. Nous n'avons aucun doute dans la décision judiciaire. Nous souffrons aujourd'hui de la politique qu'ils ont menée durant 1 an. Depuis la destitution le 3 juillet 2013 du président issu du parti des frères musulmans Mohamed Morsi, les nouvelles autorités installées par l'armée mènent une violente répression contre ses partisans, dont 15 000 ont déjà été arrêtés. Muselés par la justice, les activités de la confrérie ont été officiellement interdites en Égypte en septembre dernier. Le verdict révélera la vérité. Je n'ai aucun doute envers l'autorité judiciaire et ses verdicts. Tous les verdicts en provenance des juges, nous les respectons. Les frères musulmans, dont on estime le nombre de membres à 1 million en Égypte, avaient appelé à boycotter l'élection présidentielle qualifiée de prolongation du coup d'État. Mohamed Badi, guide spirituel des frères, est poursuivi au total dans une 40aine d'affaires. Il encourt à chaque fois la peine de mort. Le verdict du juge à son encontre est attendu le 5 juillet. Retour sur la situation sécuritaire au nord du Mali. Les violences du 17 mai à Kidal témoignent de la fragilité de l'intégrité territoriale du pays. Aujourd'hui, l'État ne semble pas en mesure de mettre fin à ces affrontements. Et de leur côté, les groupes rebelles du Nord ne sont pas disposés à déposer les armes. Le point avec Guillaume Durand.
Le 17 mai dernier, la ville de Kidal au Mali était le théâtre de violences entre l'armée malienne et des rebelles touaregs à l'occasion de la visite du Premier ministre Moussa Mara. Des affrontements qui, plusieurs mois après l'intervention internationale dans le pays, témoignent de la fragilité de la souveraineté territoriale du Mali. La situation sécuritaire de notre pays reste toujours fragile. Fragile dans la mesure où une partie du pays, il faut le dire comme tel, échappe à l'autorité du Mali. Kidal, aujourd'hui, n'est pas administré, n'est pas géré par le Mali, du fait de ce qui s'est passé le 17, comme vous le savez. Donc, nous sommes en train de travailler dans le sens de faire démarrer ces négociations qui permettront certainement d'arriver à une solution. Le vice-président du Parlement malien, Amadou Soukouna, souligne le non-respect des accords de Ouagadougou par certains rebelles touaregs dans le nord du pays. Nous avons des gens en face de nous qui ne respectaient pas les signatures, qui ne respectaient pas leurs engagements. Parce que les accords de Ouaga étaient très clairs. Cantonnement, désarmement de MNLA, négociation. Et vous l'avez si bien dit, dans ces accords, il est très bien défini que l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Tout le reste est négociable sauf l'intégrité territoriale. Or, depuis, le MNLA n'est pas cantonné. Au contraire, c'est les forces armées maliennes qui sont cantonnées. Et le MNLA est en train de se renforcer par les djihadistes. Donc, comment voulez-vous faire démarrer les négociations dans ces conditions-là? Ils refusent absolument de déposer les armes. Ils refusent absolument de se cantonner. Dans le cadre des efforts de la communauté internationale et des pays voisins du Mali pour trouver une solution définitive à ces problèmes, Alger accueille depuis ce jeudi les mouvements du nord du Mali pour des consultations élargies. La rencontre traduit une volonté d'apaisement enclenchée avec la signature d'un cessez-le-feu le 21 mai dernier. Grève des agents de santé au Bénin. L'intersyndicale des ressources humaines en santé a appelé les paramédicaux, notamment les infirmiers, les sages-femmes, les anesthésistes et les techniciens de laboratoire des hôpitaux et centres de santé publics, à observer une grève de 72 heures du 10 au 13 juin. Ils demandent au gouvernement d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En Centrafrique, les autorités de transition ont entamé ce dimanche une opération de désarmement à Bangui. Le gouvernement souhaite amener la population à remettre les armes volontairement et sans violence. De nombreux Centrafricains restent, cela dit, sceptiques. Les explications d'Aminata Diak. Une opération de désarmement volontaire se déroule ce dimanche dans plusieurs communes de Bangui, la capitale centrafricaine. Les personnes possédant des armes sont invitées à les déposer auprès de leur chef de quartier ou à leur mairie d'arrondissement. Pour le gouvernement, il s'agit d'une stratégie pédagogique qui vise à désarmer tous les secteurs de la capitale tout en adhérant les populations au processus. C'est extrêmement difficile de désarmer si on n'a pas une adhésion de la population. Mais c'est le but justement de ces rencontres, de ces dialogues que nous avons, des discussions, rassurer les gens. Et c'est pour ça surtout que nous avons lancé le processus dans les 8 arrondissements à la fois, plus Bégoua et Bimbo. Cette initiative est saluée par le coordinateur général des Centrafricains de France, Emmanuel Olivier Gabiro, qui toutefois estime que l'opération est intervenue tardivement. La coordination générale des Centrafricains de France a proposé ce désarmement parmi d'autres mesures, par exemple une table ronde et surtout le désarmement qui devrait être prioritaire. Tout en me réjouissant de cette initiative, je déplore néanmoins qu'elle intervienne avec un grand retard. Ce qu'on doit faire, c'est beaucoup plus chercher à épargner la vie de la population dans une période de crise. Le désarmement volontaire a été décidé par les autorités après l'attaque de l'église Notre-Dame de Fatima qui a fait 15 morts et plusieurs blessés le 28 mai dernier. Nombreux sont les Centrafricains qui doutent de la réussite de l'opération et appellent à un désarmement forcé. Et enfin, à Durban, en Afrique du Sud, l'actrice kenyane Lupita Nyong'o a été nommée personnalité de l'année aux Music Awards African, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour 12 Years a Slave. Elle n'en finit pas d'impressionner. La preuve, c'est la première lauréate de cette nouvelle récompense attribuée à une personne ne faisant pas partie du monde de la musique. Et c'était la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.